On est en train de discuter, mais l'émission a démarré. Bonjour, amis auditeurs. Le café des experts économiques est de retour un mardi sur deux. On a réussi à tenir le mardi sur deux. Je suis très content. Avec une actualité chargée. Je vais d'abord présenter nos invités, puis parler du menu d'aujourd'hui. Nous allons commencer par Abdelhamid Bessaha, 35 ans au FMI, expert en externe international en macroéconomie. Abdelhamid, connu pour ses écrits, ses analyses sur les politiques publiques. Marhaba bik. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Vous avez quitté Washington? Vous êtes à Alger, vous êtes de passage, vous êtes plus souvent avec nous? Disons que j'aimerais être sur les deux. C'est le monde d'aujourd'hui. Voilà. C'est le monde d'aujourd'hui. Voilà. Mais vous avez quand même beaucoup bourlingué en 35 ans FMI. Absolument. 140 pays. Ouais, c'est ça, ouais. 140 pays, c'est pas évident, ça. C'est pas évident. Et ça donne quand même de l'expertise. On va essayer, mes amis experts, d'en profiter aujourd'hui. Mes amis experts, Reda Amrani, bonjour, marhaba bik. En forme, Reda Amrani, Ali Harbi, bonjour, très content de t'avoir un mardi avec nous. Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Donc, j'ai dit une actualité très chargée à mes auditeurs, très chargée, parce que le projet de loi de finances, je risque de tomber sur le coup de la loi, en principe, il ne devait pas être ici. Bon. C'est un projet, nous on pense qu'il est sérieux, donc on a travaillé sur cette base-là, à partir du moment où il a été adopté par le gouvernement, par le conseil du gouvernement, donc c'est un document qui peut nous permettre déjà présenter, donc on peut déjà en parler, mais il y a les grandes tendances et on a besoin d'échanger sur les grandes tendances. On ne va pas citer les petites mesures, on va citer les mesures sectorielles, on va citer les grandes tendances qui nous intéressent, qui intéressent les Algériens pour savoir où est-ce que nous allons en termes de dépenses budgétaires et en termes de politique publique. Première question. Abdelhamid Bessaha, ce projet de loi présente encore un déficit. Or, sur les deux dernières émissions, on a parlé de l'embellie, de la remontée de la fiscalité pétrolière à plus de 3 000 milliards de dinars. On se retrouve quand même avec plus de 5 000 milliards de dinars de déficit. Est-ce que c'est uniquement dû au changement méthodologique de programmation, parce que maintenant, on ne présente pas un budget à l'ancienne, on présente un budget programme. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce changement? D'accord, c'est une excellente question, mais permettez-moi d'abord vous donner l'éclairage stratégique et le contexte dans lequel ce budget est bâti. D'abord, un budget est un moment important dans la vie économique d'un pays parce que ça a des implications sur les grands agrégats, la consommation, les revenus, la production, l'investissement, l'imposition, etc. Donc c'est un moment fort qu'il faut regarder et analyser de près. Deuxièmement, ce budget intervient dans un contexte très particulier. Sur le plan international, nous avons une économie mondiale qui est en train de tanguer sous le poids de chocs successifs depuis la pandémie. Il y a eu la pandémie, la fermeture de l'économie, la réouverture de l'économie, l'inflation par la demande, la désorganisation des chaînes de valeur, compliquée par la guerre en Ukraine qui a déclenché une crise énergétique et une crise alimentaire. Ajoutez à cela le resserrement des politiques monétaires pour combattre l'inflation, des taux de change volatiles, un marché financier extrêmement volatile. Donc vous avez une économie mondiale en pleine effervescence et qui a ses conséquences sur toutes les économies du monde, y compris l'économie algérienne. L'économie algérienne, où en est-on? Nous sommes face à de nombreux défis. Le premier défi, c'est la viabilité des finances publiques, la viabilité structurelle. Nous avons un problème d'inflation, comme tous les pays du monde. Nous avons une croissance ralentie et nous avons aussi un problème de financement en cas de réforme. Donc voilà un peu les axes stratégiques dans lesquels nous s'inscrit cette démarche du budget. Alors, pour préciser il y a un autre élément important, c'est que la loi de finances 2023 est préparée sur la base de la budgétisation par programme. Ce n'est plus la budgétisation par administration, par classification administrative, c'est une budgétisation par programme. C'était ça ma question. Qu'est-ce que ça change exactement? Ça change énormément. Des soldes notamment. Effectivement, puisque vous avez un solde un peu plus important, parce que le gouvernement a voulu mettre l'accent sur la croissance à court terme, bien entendu, vu les contraintes actuelles. Vous avez une inflation, vous avez bien entendu un front social difficile. Il est donc, le choix a été fait d'une relance de la croissance sur le court terme, mais les grands objectifs et les grands défis resteront les mêmes. Alors, très vite, pour ne pas vous prébarbater en ce qui concerne les chiffres, qu'est-ce que nous avons? Nous avons pour le
la loi de finances initiale 2023, nous avons des recettes pétrolières légèrement en hausse par rapport à la loi de finances complémentaire, 3 298 milliards par rapport à 3 211. J'imagine que le gouvernement a basé ses projections sur un prix fiscal entre 70 et 75. Nous reviendrons d'ailleurs sur le problème des prix fiscaux. Pour les recettes ordinaires, les recettes ordinaires se chiffrent à 4 603 par rapport à 3 689, une légère augmentation. Mais ce qui est plus important, si on se focalise sur les recettes fiscales, c'est-à-dire les recettes tirées de l'activité économique, l'imposition des revenus, l'imposition de la consommation et l'imposition du commerce extérieur, notamment les importations, les recettes fiscales sont de 3 290 par rapport à 3 044, donc un léger surplus, ce qui dénote une activité assez faible, un taux de croissance qui devrait osciller entre 2,5 et 4. Voilà un peu là. Pour les dépenses courantes, elles sont, bien entendu, aujourd'hui, elles ne se distinguent pas, puisqu'elles sont classées. Il y a une classification par programme. L'un dans l'autre, les dépenses s'élèvent à 13 786. Donc, ipso facto, nous avons un déficit global hors CNR de 5 885, ce qui est équivalent à 21,6 du PIB. Voilà un peu le premier élément. Par rapport aux indicateurs. Juste une seconde, Oui. Ahmed, 21% par rapport au PIB. On ne peut pas comparer parce que justement c'est une projection programme. Ça veut dire que tout ne va pas nécessairement être dépensé en 2023 et donc nous n'allons pas nécessairement faire ce déficit de 21% du PIB parce qu'il est affolant. Et évidemment, il ne paraît pas réaliste. Le budget 2023, c'est la tranche annuelle 2023. Ouais. Mais du programme. Mais ce qui est connu, c'est que les montants ciblés en matière d'investissement, ce sont des montants en engagement. Et en général, entre l'engagement et les dépenses, il faut considérer que nous avons un taux de réalisation de 40 à 50%. Ce qui fait que ce déficit théorique peut être ramené À 10%? Il pourrait être ramené facilement à 10% en fonction de l'exécution des dépenses en capital. À 10% pour une projection fiscale du baril à 70. À 70. Voilà. Donc il y a encore la possibilité qu'on ait plus de recettes. Nous n'aurons pas de fiscales. problème pour financer ces dépenses parce que le financement de ce déficit pourrait se faire par le reliquat des recettes qui vont aller alimenter le fonds de régulation des recettes. Ça peut être financé aussi par une coupe sur les dépenses d'investissement, vu la longueur du canal de dépenses, et ça peut être financé par aussi éventuellement de la création monétaire. Mais l'un dans l'autre, le problème n'est pas le financement. Le problème, c'est la structure des finances publiques. Nous avons une structure des finances publiques qui est vulnérable. Exemple, nous avons pour les recettes pétrolières, pour les recettes hors pétrole, nous avons le recouvrement des recettes, c'est 16% du PIB. L'optimum pour l'Algérie, c'est 19% du PIB. Donc nous recouvrons en dessous de ce que nous pourrons. Donc nous avons 3 points de pourcentage que nous pourrions recouvrer si nous faisions une nouvelle politique fiscale, c'est-à-dire des nouveaux taux, si on revoit l'assiette, si nous revoyons l'efficacité de l'administration et si nous revoyons le problème des avantages fiscaux qui coûtent 1000 milliards de dinars par an à l'Algérie. Et nous pouvons aussi améliorer les dépenses, parce que les dépenses aujourd'hui, vous avez les grosses masses, la masse salariale, les subventions et transferts, c'est à peu près 91% des recettes. Donc nous avons des dépenses qui sont insoutenables. Troisième problème, vous avez l'inefficacité des dépenses publiques en capital. Je vais vous donner deux indicateurs. L'efficacité marginale des dépenses en capital en Algérie, c'est 8%. C'est-à-dire vous investissez 8 pour récupérer 1. À l'international, c'est 3 pour 1. Pourquoi? Parce que vous avez toute la chaîne des dépenses qui a des problèmes. Il faut revoir la chaîne des dépenses. Depuis l'identification du projet. Voilà, bien sûr. Plus, vous avez des surcoûts. Vous avez aussi l'efficacité d'exécution du projet, on exécute à 40%, ce qui veut dire qu'il y a 60%. Donc nous avons un certain nombre de problèmes au niveau des dépenses en capital, au niveau du poids des dépenses courantes, au niveau du recouvrement et au niveau du financement du déficit, parce que
En règle internationale, le financement du déficit ne doit pas être tout simplement boucher un trou pour un exercice. Il faut faire un équilibre entre la viabilité des finances publiques et la croissance. Pourquoi j'insiste sur la viabilité? La viabilité des finances publiques est incontournable si nous voulons asseoir la croissance sur des bases saines et si nous voulons aussi faire des réformes dont l'économie algérienne a besoin. Voilà les problèmes fondamentaux. Je comprends parfaitement aujourd'hui que ce budget puisse être expansionniste et cible la croissance. Mais c'est un objectif à court terme. Mais justement, je vais poser la question aux partisans de la relance par la dépense publique. Reda Amrani, on est une des incarnations. Est-ce que, Reda, tu n'as pas eu le temps de consulter, c'est tombé hier soir, mais en gros, avec ce niveau de dépenses et ce niveau de programmation de crédit de paiement, est-ce qu'on est pour la première fois depuis 2015, puisqu'on est pris à la gorge depuis 2015, pour la première fois, on est face à un budget de croissance. Oui, on a une expansion de près de 40% dans les recettes et dans les dépenses d'investissement. Donc là, c'est un budget de relance. C'est une bonne nouvelle. Heureusement, on peut pas dire avec une croissance affichée par le gouvernement et il a trouvé les bonnes formules ou les bonnes recettes pour afficher cette croissance 40%. Avec les réserves et réserves extrêmement justes qui viennent d'être dites. Donc, 40%. On a un problème de développement. On a 350 000 diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi et on a 300 000 autres jeunes qui arrivent pour une offre avec les retraités qui vont partir. On a un besoin de 500 000 emplois à créer. S'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas un volontarisme dans l'investissement. Donc ça, c'est une nécessité. On est dos au mur. On n'a pas d'autre solution. Maintenant, est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a les programmes qu'il faut? Est-ce que sur le terrain, on a les outils qu'il faut pour concrétiser ces dépenses? L'efficacité qui vient d'être dite, elle est terriblement basse. Comment? Donc ça veut dire qu'en injectant de la compétence, de la matière grise, quitte à faire appel aussi à notre diaspora, même en la faisant travailler à distance, il faut qu'on trouve... c'est le cas, elle est là, la diaspora. Mais je te dis, mais alhamdoulilah, mais regarde, on a un échantillon, mais il y en a des milliers. Et on peut les faire utiliser aujourd'hui. La technologie te permet de les utiliser en télétravail. Il faut pas hésiter pour essayer d'améliorer de quelques points notre bonne croissance, c'est-à-dire la croissance productive féconde, pas le reste. Et donc, il faut aller vers ça. Il nous manque quand même quelque chose, je sais qu'Ali va rebondir dessus, il nous manque quand même le cadre général de la trajectoire budgétaire, le cadre à moyen terme, pour savoir où est-ce qu'on va et comment on reconstruit une viabilité des finances publiques. Mais on a toujours dit autour de cette table, on a une absence de vision stratégique réelle. On est en train de... Si on avait, dans cette nouvelle utilisation des systèmes budgétaires, c'est-à-dire des programmations budgétaires, si on l'avait accompagné d'une bonne stratégie, vision, par secteur ou par activité, si tu veux, on ne va pas chercher très loin. Sécurité alimentaire, sécurité hydrique, sécurité énergétique, ça nous suffit. Et sécurité aussi défensive militaire, il faut pas oublier ça. Donc si avec ces éléments de cette sécurité, on établit une programmation, une stratégie de développement, une stratégie d'expansion. Là, effectivement, ce programme-là amorcera une réelle croissance. Mais si on l'entoure pas de cette stratégie-là et de sa mise en œuvre, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ali, avant d'évoquer la trajectoire budgétaire et le cadre à moyen terme, peut-être un mot sur la modernisation de la manière de décliner le budget. On a mis là aussi du retard, le fait de passer du budget classique au budget programme. Bon, d'abord, un petit point d'ordre. Je crois qu'au niveau de CAIR, on a produit une note hier sur cette question de la manière de diffuser les avant-projets de loi, parce que là, il y a un gros problème dans ce pays. Il faut qu'on mette le doigt rapidement dessus. Il n'est pas normal que la communauté des experts et même des associations professionnelles et patronales passe pratiquement un mois. Moi, j'ai bien suivi ça sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez le projet? Est-ce que vous avez pu obtenir? Est-ce que vous connaissez un député? C'est pas normal dans un pays qui ambitionne d'être un pays de se moderniser, puisque tu parles de modernisation, de ne pas avoir une règle, écrite ou non d'ailleurs. De toute façon, on n'a pas besoin d'écrire un décret pour ça.
qu'un avant-projet de loi doit être public aussi. Pas que la loi, une fois qu'elle est publiée, qu'elle soit au moins diffusée parmi les parties prenantes. C'est une revendication de Nebni. Depuis Nebni, et là, on a refait une note hier pour dire, parce que cet épisode-là, cet avant-projet ou ce projet a connu 3 versions différentes qui ont été mises en circulation, comme ça, sous le manteau, disons, entre guillemets. Et c'est pas normal quand... Et cette opacité, elle est une arme aux mains du gouvernement, parce qu'après, demain, il peut vous dire non, mais c'est pas du tout ça le texte, mais qu'est-ce que vous racontez, c'est pas celui-là. Et vous sortez quelque chose d'autre, ils sont capables de le faire. Donc, c'est un piège pour la communauté des experts. Encore, hein. Les journalistes qui en parleront, on peut leur dire, vous avez sorti de fausses informations. Donc, c'est une opération très dangereuse, qui est malsaine, donc, de notre point de vue. Mais passons. Très rapidement, donc, la question en profondeur, c'est quoi? C'est amener de l'efficacité sur la dépense publique. Et puisque jusqu'à maintenant, le constat de M. Brahma, de toute façon, il est là. C'est-à-dire qu'il y a une problématique d'efficacité de la dépense. Et donc, la question, c'est de transformer le paradigme de dépense publique d'un paradigme où on dit on a fait des actions, on a dépensé, à on a obtenu des résultats en ayant la même dépense. Et donc, c'est une orientation vers ce qu'on appelle la GAR, donc une gestion axée sur le résultat, qui nécessite donc une approche programme, et non pas une approche dépense. Et la dépense est corollaire du programme, c'est-à-dire elle est liée à un cadre d'indicateurs, et donc c'est ce qu'on appelle le cadre de dépense à moyen terme, donc qui est basé sur une projection, une vision stratégique, après avec des instruments nécessaires, budget, loi de finances, budget sectoriel, budget de programme et tout ça, est lié à des indicateurs qu'il faut mettre en place. Donc, tout à l'heure, on parlait du retard à apporter à ça, parce que le constat est ancien en réalité. Le constat, il est ancien, et depuis 2012, le chantier est ouvert. Bien avant. Mais je te dis formellement, c'est-à-dire avec projet appuyé par l'Union européenne, de mettre en place le changement de démarche, et ça a traîné jusqu'à 2017-2018 pour être instauré. Et après, je crois qu'il y a eu une période de gel, parce que moi, des interlocuteurs que j'ai dans l'administration, à un moment donné, ils disent « Oui, mais on ne sait pas trop pour le CDMT, on n'est pas sûr, des choses comme ça. » Maintenant, ça revient un petit peu... Le cadre de dépenses de moyen terme. Voilà, le cadre de dépenses à moyen terme. Donc, c'est en train de revenir. Donc, mais je crois que c'est très important, en fait. C'est une avancée, hein, mais même si elle est tardive, mais on dit toujours très bien, hein, donc pourvu que ça se fasse. Voilà, on a dit quelque chose de positif quand même sur l'action du gouvernement. Non, on nous reproche de ne dire que des choses négatives. On n'est pas là pour dire que des choses négatives, non. Pour éclairer l'opinion. Mais il y a un retard monumental, parce que moi, quand les gens, je dis qu'il y a un retard, je voudrais que l'auditoire comprenne de quoi je parle. Un retard, ça veut dire c'est des milliards de dollars qui sont partis en fumée entre-temps. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis j'ai 5 ans de retard sur un instrument aussi important, ça veut dire qu'entre-temps, j'ai claqué quelques milliards de dollars. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, c'est la richesse nationale qui est amoindrie. C'est l'argent du citoyen qui est amoindri. Donc, c'est très important de gérer ces histoires de retard-là et de surcoût. Mais, pour revenir à la loi de finances, je crois que le problème qu'on a aujourd'hui, il est où? Donc, Reda en a parlé, mais on en a parlé aussi. C'est le fait qu'une loi de finances, c'est un instrument de politique. Ce n'est pas la politique économique du pays. C'est-à-dire que la loi de finances traduit des éléments de politique économique. Elle ne crée pas la politique économique. Et ce qu'on avait dit dans plusieurs émissions précédentes, c'est où est la politique économique? On a des éléments épars. On a des éléments épars de politique. On a un document de programme de gouvernement qui est très bien, mais on l'avait analysé, il manque énormément d'instruments de mise en œuvre. Il y a des déclarations du Conseil des ministres avec des orientations, bon, plus ou moins contradictoires et tout ça. Mais un document de politique économique ou bien une expression politique qui va déterminer les lois de finances, peut-être que Abdel Hamid peut nous répondre à cette question entre hier et aujourd'hui sur la base du document. Est-ce qu'on a une idée sur une hiérarchie sectorielle dans les dépenses publiques? Je vais rebondir parce que les collègues ont soulevé des problèmes très importants. Premièrement, la politique budgétaire qui est traduite dans la loi de finances, ce n'est qu'un levier de gestion de la politique macroéconomique. Elle doit être accompagnée par une politique monétaire dont le rôle est de contenir les pressions inflationnistes, et elle doit être accompagnée par une politique de change cohérente dont le rôle est de réguler le secteur extérieur. Donc il y a besoin d'une démarche cohérente inévitable. Il y a besoin aussi d'outils de suivi
de l'économie nationale, c'est-à-dire un cadre macroéconomique à moyen terme, parce qu'aujourd'hui, les lois de finances annuelles ne veulent rien dire. Les programmes sont triannuels, sont quinquennaux. Donc, il faudrait un cadre macroéconomique qui donne des objectifs macroéconomiques sur le moyen terme, qui normalement doivent s'inscrire dans des stratégies décennales, lesquelles stratégies décennales doivent être cohérentes avec une vision 2050 à moyen terme. Il faudrait aussi accompagner ça par un cadre de dépenses à moyen terme. Puisque nous sommes en programme, il faut un cadre de dépenses qui est le déroulé conséquent du cadre macroéconomique. Et il faudrait normalement toute une série d'indicateurs. Nous ne les avons pas. Donc, Pourquoi nous ne les avons pas? Nous ne les avons pas parce Est-ce que le FMI a recommandé de les installer? Bien sûr. Pendant les années où vous étiez au FMI. Bien sûr, l'Algérie recommande à tous les pays de se donner les moyens de piloter l'économie. Nous avons formé beaucoup d'Algériens en politique financière publique à Washington et dans les centres régionaux. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais au jour d'aujourd'hui, oublions le passé, au jour d'aujourd'hui, nous avons des défis importants à relever et il faut mettre maintenant en place ces outils. C'est incontournable. Je rebondis sur un autre problème. L'impact de mauvais projets, il est énorme. Sur les dernières 20 années, du fait des difficultés d'un cadre institutionnel de gestion des projets, nous avons perdu 3 points de croissance et nous avons produit la moitié des emplois par rapport à ce qu'on devait faire. Donc le C'est quoi les mauvais projets? Comment on peut les... Non, c'est-à-dire, d'abord, le projet, il y a une chaîne. Vous avez l'identification du projet. Vous avez son inscription au budget. Mais il ne faut pas l'inscrire seul, il faut l'accompagner d'un marché pour qu'il soit mis en place. Vous avez ensuite le suivi, le contrôle, la réalisation physico-financière et l'information. Ça, c'est très important. Sur ce plan de l'information, je rebondis. Dans beaucoup de pays, il y a d'abord l'association de la société civile et il y a des observatoires des politiques fiscales. Pourquoi? Parce quels sont ceux qui sont impactés? Ce sont les citoyens. Les contribuables. Un budget, c'est l'imposition, donc c'est les revenus disponibles. C'est aussi la dépense, donc ce sont les programmes, ce sont les investissements, etc. Donc il faut associer, il ne faut pas cacher l'information. Un bon gestionnaire doit partager l'information, recevoir l'impact de la population et l'intégrer. À tout le moins associer au moins la communauté des affaires, parce que ce sont des partenaires importants. Donc voilà un peu ce qui est important. On peut dire un mot quand même sur la politique monétaire et la politique et l'objectif d'inflation. Absolument. Aujourd'hui, est-ce qu'on est bien orienté en termes de taux de change et de maîtrise de la création monétaire? Nous ne le sommes pas. Les dernières études font ressortir que le taux de change de l'Algérie est surévalué de moins 25%. Là, tu vas te faire un ami. Reda Amrani va... Alors, je voudrais préciser que le taux sur c'est le FMI, Reda Amrani, il ne faut pas... Non, c'est pas bon. Je voudrais préciser que le taux sur le marché parallèle n'est pas le taux d'équilibre. Le taux d'équilibre aujourd'hui de l'Algérie, c'est à peu près 150, 155. Au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la situation économique. Mais il faut absolument revaloriser le taux de change de l'Algérie, c'est-à-dire le situer à la phase d'équilibre. Pourquoi? Un taux de change qui est en déséquilibre, c'est un taux de change qui nous fait perdre de la croissance, qui nous crée de l'inflation, qui favorise les importations, etc. Donc il faut mettre de l'ordre. Mais la politique monétaire seule aujourd'hui ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que les facteurs qui contribuent à l'inflation et les facteurs qui contribuent à la surévaluation du dinar sont des facteurs monétaires, réels et structurels. Au jour d'aujourd'hui, la Banque d'Algérie n'est pas équipée pour combattre l'inflation qui est d'ordre monétaire. D'accord, nous sommes d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que vous regardez les taux d'intérêt, ils sont négatifs en termes réels. Juste, on va s'arrêter une seconde sur cet aspect. Allez-y. Pourquoi c'est pas équipé? Quand on a subi le contre-choc pétrolier de 2014, vous me disiez tout à l'heure, le seul ajustement qui s'est fait, il était de type monétaire, c'était la dépréciation qui a été conduite par Mohamed Laksassi en tant que gouverneur de la Banque d'Algérie, qui a assumé ses responsabilités et qui a laissé le dinar dériver parce que nos recettes étaient tombées. Et la réalité de l'économie, le taux réel était pourquoi on ne pourrait pas le refaire? Il y avait les instruments pour le faire. Non, à ce moment-là. justement, la réponse au choc pétrolier de 2014 n'était pas bonne. On ne peut pas répondre à une crise pétrolière qui est le sang de l'économie algérienne par le seul dépréciation monétaire. Il aurait fallu une réponse budgétaire
une réponse monétaire, une réponse du taux de change et une réponse structurelle. Tout ça articulé dans le cadre d'un programme cohérent à moyen terme que nous suivons avec des engagé outils. avec la task force et puis le gouvernement Sénégal est tombé, la task force j'ai est partie. regardé, vous savez, C'était prévu, hein, l'ajustement budgétaire avec la courbe. Justement, le problème qui s'est posé, c'est que moi je l'ai regardé avec un peu plus de recul. Le programme d'ajustement de 2017, il tenait pas la route. Pourquoi? Parce que l'ajustement budgétaire, il était trop ambitieux. Il fallait passer d'un déficit de 17% du PIB à un surplus de 1 en 5 ans. C'est-à-dire vous avez un ajustement de 18 points de pourcentage du PIB en 5 ans, mais c'est de la folie. Secondo, si quelqu'un du FMI le dit, mais nous l'avons dit. Secondo, nous n'avions pas besoin... C'était sur 5 ans ou sur 3 ans? 5 ans. Nous n'avions pas besoin, à l'époque, de financer par la création monétaire. L'Algérie avait 144 milliards de réserves et 5550 d'épargne budgétaire dans le FRR. On aurait pu faire un programme de réforme étalé sur 5-10 ans. On l'aurait conduit nous-mêmes. On aurait remis cette économie... Nous-mêmes, c'est l'Algérie. L'Algérie, bien sûr. Pourquoi? Quand vous financez vous-même vos réformes, vous êtes maître à bord. Si vous êtes obligé de taper à la porte et de chercher des financements, vous perdez votre indépendance. C'est ça qui est important. Donc, il faut s'équiper en outils, il faut se donner une vision, il faut avoir un plan d'action. Bon, aujourd'hui, l'Algérie, moi je suis d'accord, aujourd'hui la situation, il y a une énorme inflation, il y a un front social qui est difficile, il y a un environnement géostratégique qui est compliqué pour le pays, une économie mondiale en pleine effervescence, une récession qui est en train de nous guetter en 2023. Donc il faut aller mollo, il fallait faire des choix à court terme, relancer la croissance, quitte à reculer les réformes, mais je vous rappelle que les réformes seront incontournables. C'est-à-dire ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, nous allons faire demain. Alors préparons-nous dès aujourd'hui. Ce serait quoi, donc, reprendre le fil? C'est vrai qu'on a un répit, enfin, on en a parlé cette semaine avec Rachid Seka, qu'on a un répit, ce serait quoi reprendre, par exemple, je pose la question d'un dossier que Caire a suivi, notamment celui des subventions, sur lequel il semblait y avoir un progrès, passer des subventions générales à subventionner les ménages. Le revenu, quoi. Est-ce que c'est pas le premier chantier qu'on peut reprendre dans le cadre de ce répit? Moi, je pense qu'il vaut mieux faire les réformes les plus difficiles quand on est à l'aise financièrement que de les faire quand on est acculé. D'accord? Parce que quand on est acculé, non seulement on fait des erreurs, mais on est pressé par des solutions de court terme purement financières. Et, comme l'a dit Abdelrahmi, on est aussi dépendant de l'extérieur qui va interférer avec nos propres décisions. Donc je crois que du point de vue stratégique, tous les chantiers doivent être ouverts. L'approche qui dit que parce qu'on a de l'argent, on décale les réformes, n'est pas une approche saine. Mais c'est vrai qu'on peut rythmer la mise en œuvre. On peut rythmer pour éviter les chocs. Parce que la grande problématique aujourd'hui, notamment d'un point de vue de politique, c'est de la stabilisation du régime actuel politique, c'est qu'ils ont besoin d'un répit sur le front social. Et ça se comprend, hein, c'est légitime, et puis on va rentrer en phase électorale. Donc je crois qu'on peut étager les choses, mais on ne doit pas fermer les portes aux réformes. On doit ouvrir des chantiers, après faire de l'État. Donc, évidemment, la question des subventions, mais moi, je crois qu'il y a un sujet encore beaucoup plus important. Le sujet le plus important, et on en a plusieurs fois parlé dans cette émission, c'est on fait quoi? Quelle est la nature de l'orientation stratégique? Quelle est la nature de l'orientation stratégique du développement de croissance? Je pense qu'on a dans le Café des Experts Éco, on l'a tellement dit de fois que... C'est-à-dire que, non, mais attention, on fait quoi? Tout ça, je fais une loi sur l'investissement. Je fais quoi? Je fais d'autres minoteries, d'autres laiteries. On fait quoi? C'est ça le rôle. Le gouvernement, il est interpellé en urgence sur ce problème. Je vous rejoins à 100%. C'est la stratégie économique. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord une stratégie à long terme intérimaire. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Algérie? Est-ce qu'on veut faire un pays émergent? C'est-à-dire faire passer le PIB par tête d'habitant de 4 000 $ à 15 000. Par exemple. Disons, ça, c'est le rêve à moyen. C'est le rêve sur 30 ans. Mais ensuite, pour l'achever, pour l'atteindre, on fait des stratégies décennales. Et dans le cadre de ces stratégies décennales, on fait des plans d'action. Et moi, je dis le problème de subvention aujourd'hui, moi-même, j'encourage le gouvernement à ne pas la faire encore. L'environnement social est difficile, la réforme est techniquement très difficile. Parce que c'est vrai,
on va cibler non plus les Est-ce que ça, c'est pas un peu la concurrence entre la famille et la banque? Non, non, Parce que c'est non, un non, non. modèle qui a Vous piloté savez, le projet. non, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis un homme de terrain. Non, Moi, je pense que c'est juste pour challenger. Ouais. Non, moi, je suis un homme de terrain. La réforme des subventions, j'en ai fait dans de nombreux pays. C'est passé d'un ciblage produit à un ciblage bénéficiaire. Ça a l'air facile. La question fondamentale, comment déterminer les bénéficiaires? Ça prend des travaux techniques qui durent jusqu'à 18 mois. Deuxième question, comment effectuer le paiement aux nouveaux? Vous allez faire un complément de salaire, vous allez donner des cartes plastiques, comme ça se fait en Iran ou ailleurs, et ce que vous écartez des subventions, vous ne pouvez pas les écarter ipso facto. Vous devez les laisser pendant une année au moins et marger. Donc vous avez des réformes. Moi je dis, l'Algérie n'est pas encore prête, techniquement parlant, à mettre en œuvre cette réforme des subventions, ni en 2022, ni en 2023. Il faut encore faire plus de travail. Par contre, nous sommes prêts. Moi je pense que l'Algérie devrait se donner les éléments doctrinaux d'une route, d'une feuille de route sur le moyen et long terme. Après, on peut faire un plan d'action. Il y a des réformes qui sont fondamentales sur lesquelles on peut, par exemple, juste très rapidement, cibler les recettes, le recouvrement des recettes. Nous avons une marge. Se donner un plan de gestion des fonctionnaires, regarder en matière de subventions celles qui sont prioritaires. Par exemple, le pays se dirait, écoutez, bon, moi je vais subventionner le lait, le café, le sucre, etc. Mais le reste, je l'élimine très progressivement. Et communiquer avec la population, parce que c'est elle qui va subir les réformes. Voilà ce que je voulais dire. À nos amis auditeurs qui nous reprochent parfois de ne pas suffisamment faire des recommandations et de ne pas parler des solutions, le Café des experts économiques a toujours fait des recommandations et toujours proposé des solutions. Aujourd'hui, on en propose peut-être un peu plus que d'habitude. On va finir avec ce premier dossier du budget et de la loi, du projet de loi de finances de 2023 avec deux questions sectorielles. Quelque chose qu'on laisse sous le tapis. Vous avez tous noté tout à l'heure, déficit plus de 5 000 milliards de dinars. Or, les 800 milliards de dinars de la Caisse nationale des retraites, il y a un mastodonte qui peut nous exploser à la figure. On a déjà fait de la création monétaire pour financer, via le FNR d'ailleurs, le déficit annuel de la CNR. Est-ce que, parmi les réformes qu'on a évoquées, est-ce qu'il n'est pas temps peut-être d'engager une réforme de la retraite? Reda, je m'oriente vers toi, c'est pas parce que tu es notre senior, mais... c'est ton tour de parler. Non, je ne pense pas que les réformes de la retraite sont opportunes actuellement. Parce que, comment on finance le déficit? Mais c'est par la relance économique, c'est en créant de l'emploi productif, c'est en créant de véritables emplois, c'est-à-dire des emplois qui créent de la valeur ajoutée. C'est par la démultiplication des gens qui cotisent que l'on va régler. Parce pas de rallongement de l'âge de départ à la retraite? On est à un âge normal. De toute façon... Je pose la question, j'ai pas d'avis sur la question. C'est pas une question d'avis, c'est une question technique, là. Là, vous avez un nombre de cotisants par rapport à un nombre de retraités. Nous ne sommes pas dans la phase critique où le nombre de cotisants est en train de baisser drastiquement et irrémédiablement par rapport à la croissance du nombre de retraités. Nous ne sommes pas dans cette situation. Nous sommes dans une situation où nous devons élargir et on a un potentiel d'élargir le nombre de cotisants, déjà avec l'informel qui est là et qu'il faut essayer. Si on gagne 10 ou 15% dans l'informel, il n'y a plus de problème pour la sécurité sociale et encore moins pour les caisses de retraite. Donc je pense que ça c'est un problème de riches. Nous avons un problème technique à résoudre et avec les compétences qui s'injectent dans le marché de l'emploi, progressivement, nous allons trouver les bonnes solutions. Je pense pas que sur le sujet. Oui, moi je pense que, pour être rapide sur l'action, moi ma position elle est très claire sur cette question. Je suis favorable à un financement fiscal de la retraite. Pas par cotisation. C'est le cotisation, mais c'est un problème à moyen et long terme. Parce qu'il faut changer. D'abord, il faut apporter beaucoup de croissance pour qu'on ait plus d'emplois, plus de cotisants. Reconstituer les recettes. Et il faudrait qu'on intègre l'informel. Ça, c'est des processus longs. C'est des processus longs. On est parti sur 20 ans. Donc, pendant 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 20 ans, il faut financer les retraites par la fiscalité. Après, il faut trouver la ressource, sachant que, ce qu'on avait dit tout à l'heure, quand on dit financer par la fiscalité, il y a encore beaucoup de manque à gagner fiscal aujourd'hui.
D'accord, le manque à gagner fiscal, il n'est pas seulement par rapport à l'informel, attention. Il y a beaucoup Par rapport au formel. Dans le formel, il y a déjà un manque à gagner fiscal. De la Parce fiscalité. que la numérisation, on n'a pas de cadastre, on n'arrive pas à collecter la taxe foncière. Il y a un tas de choses. C'est pas des niches, c'est des gisements. C'est des gisements fiscaux non exploités par l'État. Je ne peux pas les dimensionner, c'est pas mon métier, c'est pas mon domaine. Mais je pense que des experts pourraient s'atteler à cette question-là pour dire que aujourd'hui, que peuvent nous rapporter ce qu'on appelle les gisements fiscaux à ciel ouvert, non exploités, et comment ils peuvent contribuer à équilibrer la caisse de retraite de manière pérenne. Quand je dis de manière pérenne, ça veut dire qu'on inscrit ça dans le marbre. Ce n'est pas des mesures ponctuelles de l'État de boucher les trous de la CNR en pompant à droite et à gauche. Non, on fiscalise ça tout simplement et c'est la communauté nationale qui se mobilise pour payer les retraites. Je crois que c'est une mesure qu'on peut prendre dès maintenant, moyennant la réforme du fonctionnement de l'administration des impôts, parce que inévitablement, il faut totalement numériser et digitaliser l'administration fiscale, c'est important. Aujourd'hui, on est dans des archaïsmes incroyables, c'est vraiment inimaginable. Et puis, ensuite, aller à la chasse aux gisements dormants, ce qu'on appelle les gisements à ciel ouvert, les gisements fiscaux à ciel ouvert. Et je crois qu'à partir de là, on peut enclencher un processus de rééquilibrage de la CNR. Alors, deuxième question sectorielle sur le budget. On a évoqué ce gros problème de la CNR, sauf si éventuellement... Moi, j'ai une autre approche. Parce que j'allais poser la question sur le deuxième secteur. Alors, il faut distinguer deux choses. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très particulière qui n'est pas propice aux réformes structurelles. Je crois qu'aujourd'hui, il faut, comme disait notre collègue, continuer à faire de la croissance, même si c'est coûteux. Parce que nous faisons de la croissance inflationniste. Ça, c'est très important. Et l'inflation, nous ne pouvons pas la combattre que par des mesures budgétaires. Il faut des mesures monétaires, il faut des mesures structurelles, ne serait-ce que le circuit de la distribution qui nous crée énormément de problèmes. Donc il faut une politique d'ensemble. Alors aujourd'hui, le choix a été fait donc, de faire de la croissance à court terme qui nous coûte en inflation, mais tôt ou tard, il faut se donner une vision à long terme, des politiques, des stratégies à moyen terme, des plans d'action avec des priorités dans les réformes. Et tôt ou tard, la réforme des retraites va se poser. Et vous savez, il n'y a que 3 façons de réformer les retraites. C'est les cotisations, c'est l'allongement de la période de cotisation, c'est une combinaison des deux, ou bien une dose de capitalisation. Je n'ai pas dit qu'il faut faire, j'ai dit voilà un peu Et c'est une réforme qu'il faut faire. Ce n'est pas une réforme qu'il faut faire aujourd'hui. Donc il va falloir commencer dès 2023 ou 2024 par faire des réformes qui sont socialement réalisables, y compris parce que l'inflation ne permet pas de faire des réformes. Parce que les réformes, si c'est pour casser la machine, pour créer des tensions sociales, ce n'est pas la peine d'en faire. Mais il faut préciser... Justement, c'est un peu ça quand même. Absolument. C'est quand même ça. Moi, je ne suis pas en mesure de dire au gouvernement algérien comment c'est le réforme. Non, prenez votre temps. Prenez votre temps. Malheureusement, il faut commencer à travailler sur ce... il va adorer votre discours. Vous savez, il faut avoir les pieds sur terre. Si vous faites des réformes et vous faites descendre les gens dans la rue, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous avez raté. Faisons des réformes avec priorité, progressivement, en s'assurant que ces réformes sont réalisables. D'accord? Parce que de toute façon, elles vont avoir des coûts. Mais procédons méthodiquement. Donnons-nous le temps encore en 2023 de préparer les terrains, de préparer les gros dossiers, préparer le dossier du recouvrement des recettes, de la rationalisation des dépenses, de l'amélioration des dépenses en capital, de la lutte contre l'inflation, des équilibres au niveau du taux de change, de toutes les réformes structurelles pour faciliter l'investissement, pour essayer d'avoir, je dirais, beaucoup plus de croissance et surtout avoir des stratégies sectorielles qui visent la croissance de demain, c'est-à-dire le numérique, le bleu et le vert. D'ailleurs, je reviens sur... Le vert, je vais m'arrêter sur le vert tout de suite. Non, 2 minutes, je termine. Le budget programme implique ipso facto des stratégies sectorielles. Moi, pour l'instant, je n'en ai pas vu. Parce que comment fixer des objectifs par programme s'il manque des stratégies sectorielles? Donc, je ne sais pas si elles sont prêtes. Alors, la stratégie sectorielle, la stratégie... Dans l'agriculture, Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'industrie militaire, la stratégie sectorielle? Parce que, en fait, la croissance la plus spectaculaire du budget, c'est quand même la multiplication par plus de 2,5
du budget de l'ANP qui passe à plus de 3 000 milliards de dinars. J'avoue que j'ai été choqué en regardant cette... c'est pas parce que je suis particulièrement pacifiste, mais... Et donc, il se pose deux questions. Enfin, une question, c'est est-ce que Abdelmajid Tebboune renvoie l'ascenseur à l'ANP parce qu'on est déjà dans une logique électoraliste de deuxième mandat, ce qui s'est déjà passé avec Bouteflika, avec l'ANP, ou est-ce qu'on est réellement en situation de guerre? Est-ce qu'on est l'Ukraine? Non, plus pacifiste que notre génération qui a vécu la guerre de libération, plus la décennie noire, tu n'en trouveras pas. Donc, ne crois pas que nous sommes des militaristes avec de grosses bottes et des bâtons de guerre. Donc tu n'es pas choqué par ce budget? Non, j'ai un pays qui fait 2 200 000 km. Je vois les frontières. On est un pays qui a le plus grand nombre de frontières, comme peut-être que la Russie ou la Chine mais nous avons une distance terrible. Regardons nos frontières. Je vais à l'ouest, qu'est-ce que je trouve? Je vais au sud, qu'est-ce que je trouve? Je vais à l'est, qu'est-ce que je n'ai que des problèmes autour de nous. Même la Méditerranée en face de nous, on croit que c'est pacifique. On est à 800 km d'un bombardement par une bombe atomique. Je n'exagère pas, mais il y a des silos atomiques à 800 km de nos côtes. Tu comprends? Donc, regarde notre position. Et là, il faut qu'on ait... Moi, je te dis, j'ai salué le défilé des écoles supérieures militaires. Quand j'ai vu, le 5 juillet, quand j'ai vu que toutes les écoles étaient présentes et dans les différentes disciplines, que ce soit l'armement, la défense ou l'administration ou la gestion ou la marine. Donc, on a une armée qui devient professionnelle, qui s'est équipée, qui s'est structurée, qui s'est organisée. Il faut lui donner les moyens budgétaires pour mener sa mission parce qu'il y a la sécurité militaire de notre pays. Je dis sécurité soldatesque de notre pays. C'est pas la sécurité militaire au sens policier. Hein. Tu vois, donc, il nous faut ça. Comme nous avons besoin d'une sécurité alimentaire, d'une sécurité énergétique. On parlait tout à l'heure, Ali. C'est pour ça que cette augmentation, après 7 ou 8 années de disette, attention, hein, depuis 2014, tous les secteurs, y compris celui de l'armée, ont subi aussi. On en reparlera dans une émission. Avec Général Gaël Saleh. Gaël Saleh a réduit les dépenses. Non, c'est la période où il y a le plus de dépenses. Dépenses peut-être avec non, mais tu ne veux pas dire qu'il y a des à l'armée. Ce que je veux dire, que l'armée sont des Algériens comme nous, et ils ont subi les contraintes. Non, pas comme nous. Mieux que nous. Non, quand on voit le budget, non. C'est pas une position politique, je suis en train de voir les chiffres. Moi, je parle des chiffres, justement, je te dis, tout le monde a subi depuis 2014 le serment de la ceinture, d'une manière ou d'une autre. Je vais poser le problème autrement. Avec un tel budget, bon, je sais que à l'Assemblée nationale, en 97, j'ai lu ce matin avant de venir, une grande nation, qui a une grande industrie militaire, qui a des ambitions militaires extraordinaires, elle n'aurait, selon les spécialistes, c'est des revues spécialisées, qu'une semaine de munitions. C'est sérieux, hein? Je l'ai lu, et j'ai écarquillé les yeux. Puis je me suis rappelé... Est-ce qu'un tel budget, quand même, parce qu'on a parlé quand même de l'efficacité de l'investissement public, de la dépense publique, on a eu ce ratio de 8 pour 1, alors qu'ailleurs dans le monde c'est 3 pour 1. Est-ce qu'en gonflant comme cela, on sait qu'une partie ça va probablement bénéficier à des fournisseurs étrangers, on ne va pas évoquer le sujet ici. Est-ce que ce n'est pas aussi quand même le risque de déperdition, de gaspillage, de corruption? Il y a des généraux qui sont en prison. Je voudrais te répondre en 3 points. Beaucoup de généraux qui sont en prison. 3 points. Laisse-moi répondre en 3 points. Mais avant les 3 points, le cadre de contexte. Donc on a parlé de nos frontières, la taille du pays, etc. Moi je te parlerai d'un contexte plus global. Qu'est-ce qu'il a dit Xi Jinping hier à l'ouverture du congrès du Parti communiste chinois? Avant-hier. Il a dit, pour Taïwan, s'il faut aller à la guerre, on fera la guerre. Voilà le résumé du contexte international. Il a très bien résumé le contexte. Les décideurs de ce monde ont... On devrait dire pour le Sahara occidental, si on doit faire la guerre, on fera la guerre? Est-ce que c'est ça? C'est peut-être ça aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Bon, qu'il n'y a pas de parallèle, on n'a aucune prétention sur ça. On n'a aucune prétention. Je corrige parce que les gens pourraient comprendre. Non, mais on n'a aucune prétention. Pour ça. Et on risque d'avoir une dérive, disons, qui nous amènerait à une situation... Mohamed VI va venir le 1er novembre, donc ça va rentrer dans l'ordre. Non, mettons-nous bien dans le contexte. Les grandes puissances ont accepté d'assumer une guerre en Ukraine. Parce que il y aurait pu avoir des reculs de dernière minute de part et d'autre, avant que ça se déclenche. Donc, ils assument le fait qu'ils aillent à la guerre sur la question de Taïwan et peut-être même
la guerre sur l'action de Hong Kong qui va venir. Tu as un continent entier en situation de guerre latente, qui est l'Afrique. Il est déjà en guerre. Guerre latente, c'est-à-dire quel est le pays qui est calme en Afrique, qui est stable? Mais c'est la déstabilisation totale. Donc je crois qu'il y a un contexte global qui impacte un peu la doctrine militaire algérienne. Maintenant, revenons aux 3 éléments. Premier élément, évidemment, on est dans une séquence où il faut renforcer la capacité. On ne peut pas se permettre, si la situation se dégrade, de dire notre armée n'était pas matériellement et humainement prête. En parallèle, il y a des besoins d'investissement pour développer l'industrie militaire. Moi, personnellement, je suis contre le fait qu'ils fassent des Mercedes. Hein. Je ne parle pas de ça, c'est pas de l'industrie militaire, ça, c'est de la blague. Militaire, ça, c'est du On est montage bien d'accord, déguisé. ouais. On ne parle pas de faire des voitures. SKD importé. Je ne parle pas de ça. Hein. Okay. Quand tu parlais des transferts et tout, il faut qu'on soit sérieux. Mais développer un complexe militaro-industriel lié aux besoins réels de l'armée, oui, c'est nécessaire. Et donc, il y aura des phases d'investissement qui vont nécessiter des budgets. Troisième élément, et je reviens à ce que tu avais souligné ou introduit, oui, il faut introduire un contrôle civil sur les dépenses de l'armée. On n'y coupera pas, c'est un problème de gouvernance. Il faut qu'il y ait un contrôle. C'est vrai que ça ne doit pas être une boîte noire pour dire patriotisme, l'a'lam et tout ça, l'armée fait ce qu'elle veut. Non, l'armée, c'est une institution de la République, elle doit fonctionner d'une manière républicaine et elle doit être contrôlée par le pouvoir civil. On a de très bons experts, ils vont finir par me convaincre que c'est une très bonne chose. Ce niveau de dépenses militaires, c'est très bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je voudrais rebondir sur ce point. Oui. Écoutez, en expérience internationale, nous disons la chose suivante. Il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Et il ne peut pas y avoir de sécurité sans développement. Compte tenu du contexte géostratégique international extrêmement dangereux, compte tenu du contexte géostratégique régional très mouvant, l'Algérie doit se donner les moyens de se défendre. Pour moi, comme on dit en anglais, it's a non-starter, c'est-à-dire c'est un sujet clos, on a besoin de nous défendre. Par contre, je constate aussi que le budget, l'avant-projet de budget, il a prévu 753 milliards de dinars de stimulus fiscal. C'est-à-dire ce sont des dépenses à caractère social qui sont injectées en complément qui permettent l'emploi, la solidarité nationale, la santé. Ça, c'est un indicateur. Et c'est un bon indicateur. Mais je pense que pour revenir pour la sécurité, je pense l'Algérie doit se défendre. Nous sommes seuls, nous sommes encerclés, à droite, à gauche, au sud et au nord. Je ne sais pas ce que c'est à droite et à gauche, mais à l'est, on a un ami quand même, c'est la Tunisie. Vous savez, à l'est, on a la Tunisie. C'est un partenaire. On pourrait beaucoup se rapprocher de la Tunisie. J'ai un réflexe international. Et même la Libye, éventuellement, un jour. Mais bien sûr, ça se prépare. La paix se prépare. La paix a un coût. Donc il faut préparer ça, il faut bien se défendre, parce que nous vivons dans un monde dangereux. Donc à mon avis, il faut doter la sécurité des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ceci dit, ce sont des choix budgétaires aussi pour que les autres secteurs puissent... Pour ça, je suis quand même impressionné par ces 753 milliards qui sont injectés de plus pour essayer de renforcer. C'est du stimulus fiscal, c'est-à-dire ce sont des dépenses complémentaires pour essayer d'améliorer la situation. Voilà un peu ce que je voulais dire sur ce point. Très bien, on a fini pour... bravo les experts, merci beaucoup Abdelhamid Bensaha. Avec ce dossier, on n'a pas terminé l'émission, mais avec ce dossier qu'on a eu entre les mains, il y a moins de 15 heures. Qu'on doit encore examiner. Sur lesquels on va... À 22h30 hier. Je suis très content du tour qu'on en a fait, un premier tour préliminaire qui va servir d'ailleurs à notre rédaction de Maghreb émergent pour en tirer des articles. L'autre dossier de la semaine, c'est quand même peut-être le bout du tunnel de ce fameux Loch Ness qui est celui de l'industrie automobile. Je vois Reda sourire déjà, mais bon, il y a eu une première nouvelle, le marché de l'occasion qui est rétabli, 3 ans, etc. Bon, c'est peut-être pas ça qui structure un marché automobile, c'est le neuf qui le structure, mais je voudrais quand même votre commentaire au passage sur cette mesure. Mais pour commencer par l'essentiel, c'est le neuf, c'est la production d'automobiles ou son importation, ce qui était le cas avant Abdeslam Bouchouareb. Est-ce que cet accord avec Fiat nous promet un taux d'intégration plus intéressant que ce qu'on avait par exemple avec Renault, qui est un peu le contrat modèle. Renault d'ailleurs qui va reprendre un Wattlilet, c'est pas une mauvaise nouvelle, bientôt sous d'autres conditions fiscales. Est-ce que c'est avec Fiat on a quelque chose de plus solide en termes d'intégration et d'ambition industrielle? Je t'avoue que je n'ai eu que les communiqués. Donc on n'a pas de dossier, document de fond. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, quelle est l'orientation, quelle stratégie? Parce que Fiat aujourd'hui, attention,
C'est Fiat, c'est Peugeot en plus, c'est Fiat, plus Peugeot, plus Chrysler, plus Jeep. Stellantis. C'est-à-dire, c'est le 3e mondial avec 4 marques prestigieuses. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui. Et nous avons des relations économiques très étroites aujourd'hui, très liées avec l'Italie. Nous avons le cordon du gaz et du pétrole, le cordon de l'électricité, les échanges. Donc, nous avons un flux de part et d'autre, monétaire et industriel, qui est là, qui est structurel. Qui va se refroidir politiquement, mais qui existe au niveau économique. Alors, toi, les fascistes arrivent à rentrer au pouvoir, c'est autant fou. Quel que soit les gouvernements passent, qui m'a calqué, l'économie est là. Et donc, quand tu es structurellement lié à cette économie italienne, qui est une bonne chose pour moi, je considère. Tu sais qu'est-ce qu'on disait à El-Hadjar? On préférait l'assistance technique italienne à l'assistance technique allemande ou russe. Tu sais pourquoi? L'italien, il parle. Il est dans l'atelier, il parle. Donc la technologie et l'assistance technique passent. L'allemand, il travaille, il est discipliné. Le russe travaille plus dur que l'allemand, mais il parle pas ta langue. Tandis que l'italien, il est là, c'est méditerranéen. Excellent. Donc tu vois, donc cette liaison avec l'Italie, moi je l'encourage, je la défends. Et d'autant plus qu'elle date depuis plus de 2000 ans. Mais je la défends aussi. Hein. J'ai juste signalé qu'il y avait un gouvernement fasciste qui est arrivé à Rome. Quels que soient les gouvernements, ils passent. On a travaillé avec le Brésil de Bolsonaro. Et après. Et si demain il y aura Marine Le Pen en France, qu'est-ce que tu vas remplir relation avec la France? Avec ces 6 millions d'Algériens qui vivent là-bas? Non, tu ne peux pas. Donc, il y a une structure. Mais revenons à ce projet automobile. On a perdu 3-4 ans, on en a dit. Il y avait des usines, il y avait un problème de surfacturation. Il fallait résoudre le problème. Attends, non, quel que soit. Les avantages fiscaux tu as raison, mais dès le moment où il y avait de la surfacturation, il fallait régler le problème avec ces grands patrons, avec Fiat, avec Renault, avec Peugeot, avec les Allemands, avec les Coréens. Il fallait régler le problème de la surfacturation. Il y a que comme si le vin te gêne dans ton travail, ne supprime pas le travail. Non, mais attends, mais et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fermé les usines. Avant la surfacturation, c'est des usines à 1200 ils sont venus sur la base d'avantages que tu leur enlèves. Il fallait peut-être redéfinir de nouveaux un nouveau cadre. Mais qu'est-ce que je te dis? Il fallait aller vers les constructeurs. Au lieu de fermer l'usine, au lieu de détruire 1200 emplois par an et les autres emplois, il fallait aller négocier avec ces grands constructeurs. Moi, les gens chez moi qui ont trituré, je les mets en tôle, c'est mon problème. Mais chez toi, tu es une grande nation. Toi, Volkswagen, qui avec ce louba, tu as fait de la surfacturation ou tu as envoyé cet argent de la surfacturation. Tu me le redonnes, tu le ramènes en investissement dans les équipements automobiles et dans l'amélioration de l'intégration. Ce que je te dis, il ne fallait pas casser la machine. Et là, maintenant, on redémarre à nouveau. Ça veut dire qu'on paye encore plus cher. Oui, mais l'essentiel, c'est de redémarrer parce que l'automobile n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Ça, c'est la doctrine de Farhata Itali. Mais chez Farhata Itali ou la Farhata Itali. Mais chez le luxe, il ne faut pas l'acheter avec le dinar officiel. Et avec quoi je vais l'acheter? Je vais l'acheter avec le dinar volé, tu as la surfacturation. Je vais alimenter pour Saïd. Il ne faut pas exagérer. Moi, je suis pour que le dinar soit complètement convertible progressivement pour qu'on détruise, si tu veux, cette monnaie secondaire. Le gap et tout, revenir à bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle, Ali. Bonne et beaucoup de questions. Beaucoup de questions. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire, toi, tu disais le tunnel. Le bout du tunnel, il n'y a pas de bout du tunnel pour moi du tout. Il n'y a aucun bout du tunnel puisqu'on est à peine en train de reprendre langue, même si c'est des protocoles qui ont été signés, mais qu'on n'ait pas le contenu. On est en train de reprendre langue. Et Reda a raison de souligner le fait qu'au moment où il y a eu la crise, 2019-2020, et qu'on a arrêté les usines en cours, d'accord, d'assemblage. Et quand les constructeurs se sont présentés pour demander des explications, je me souviens que Volkswagen à très haut niveau était venu pour s'inquiéter de l'unité de c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, donc de Relizane. Ils ont eu un fait d'en recevoir, c'est-à-dire que le gouvernement n'a pas voulu discuter avec eux. C'était la même chose pour les gens de Peugeot qui étaient venus à la même époque pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il n'y a pas eu de réponse. Et donc les Chinois, j'en parle même pas parce ça fait 20 ans qu'ils manifestent leur intérêt de mettre en place une industrie intégrée des véhicules chinois en Algérie et n'ont jamais été acceptés. Il faut le dire. Donc, ça, c'est Abdelhamid Tammar qui les a. Depuis 2007, il les a envoyés balader en 2007. Tammar l'a assumé. Hein. Il l'a assumé, il a dit. 2007, je me souviens, 2008, non, je crois que c'est en 2008, il était encore ministre, il a refusé de les recevoir.
Alors que c'était un ministre qui est venu chinois, il a refusé de le recevoir parce que je lui ai dit, moi, tu me donnes des terrains, je lance l'industrie automobile. Bon, passons. Maintenant, revenons aux fondamentaux, comme on dit. Hein. Les fondamentaux, c'est quoi? Premier fondamental, il faut envisager de projeter l'industrie automobile algérienne dans la voiture de demain, dans le véhicule, parce que je ne parle pas que des voitures personnelles. Le grand business, il est dans l'utilitaire. Je le répète depuis des années. D'ailleurs, c'est l'axe prioritaire de Fiat. Le business, il est dans l'utilitaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a une diminution du pouvoir d'achat de la population qui fait qu'on ne va pas avoir tout de suite les chiffres d'il y a 5-6 ans à des 400 000, 500 000 véhicules par an. Ça ne va pas se faire tout de suite. Les gens ils sont effrayés par les tarifs, d'ailleurs, de moins de 3 ans. Même en Europe, Voilà. le neuf s'est effondré. Le besoin, il est dans l'utilitaire et le business, il est dans l'utilitaire. Le business, c'est le marché. Maintenant, c'est le véhicule de demain. Le véhicule de demain, ce n'est pas le véhicule thermique. Je suis désolé. Donc, si on va chercher des solutions anciennes avec les partenaires, on perd du temps et, excusez-moi l'expression, on risque même de se faire arnaquer. C'est-à-dire au sens où, eux, ils vont se débarrasser vers nous de technologies qui ne servent plus à rien chez eux, dans leur contexte à eux. Et là, tu es en train d'insinuer que Fiat n'est pas le premier partenaire, il n'est pas réputé pour être en Non, pointe. non, ils vont tous en pointe, venir même si la 500 existe en électrique. Et ils vont tous venir. Ils vont tous Non, venir. Fiat, pour te il a- dire, si tu veux du thermique, moi je te vends du thermique, du SKD thermique, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon c'est un débouché pour une ancienne technologie. Donc, d'abord, il faut que les pouvoirs publics algériens donnent cette orientation. On parlait tout à l'heure d'orientation stratégique. Se positionner sur les technologies de demain. Le deuxième fondamental, c'est qu'une industrie automobile est sine qua non, une industrie exportatrice. Parce qu'il y a des problèmes d'échelle. Si on veut avoir de l'intégration, on ne peut pas avoir de l'intégration à une petite échelle, ça n'existe pas. 250 000 véhicules, dit-on. On ne peut pas, ça sert à rien. Pour intégrer sérieusement, il faut produire 250 000 véhicules. Il faut par site. il faut une industrie locale d'assemblage qui est au-delà des 500 000 installés pour commencer à intéresser les équipementiers. Donc, c'est-à-dire les fournisseurs de composants de type 1, c'est-à-dire ceux qui rentrent directement dans la voiture. C'est ce qu'on appelle les équipements Donc, le de type première 1, le rang 1, c'est ce qui va directement aller dans la voiture. Ensuite, il y a le rang 2 derrière, c'est ce qui va aller dans le composant. C'est encore c'est une plus grande multiplication des sous-traitants. Et tu as 3-4 étages derrière, jusqu'à la matière première, évidemment. Donc, les gens de rang 1 qui vont te fournir des choses qui vont directement dans la voiture, moins d'une industrie installée de 500 000 véhicules, tu perds ton temps, ils ne viendront pas. Donc, ça, c'est un sujet pour le gouvernement. C'est ça où les gens doivent vraiment se casser la tête, c'est de dire, je vais signer avec Fiat, il ramène qui avec lui, Fiat? Voilà la question. Qu'est-ce que tu me ramènes? Tu me ramènes des optiques, tu me ramènes des moteurs, tu me ramènes des canons. Il ramène un match de gala de la Juventus au stade du 5 juillet. C'est arrivé déjà. L'emboutissage. Voilà l'utilitaire. Je reviens à la question de l'utilitaire qui est pour moi l'axe prioritaire. Parce que la décomposition d'un véhicule utilitaire, elle est plus simple que la décomposition d'un véhicule de tourisme. Donc ça veut dire quoi? Je vais m'associer tout de suite à un motoriste, je vais m'associer tout de suite à un fabricant de châssis, je vais m'associer tout de suite à un fabricant de suspension. Ensuite, il y a les fournisseurs d'électronique, tableau de bord, et tout ça. Il y a 4-5 grands blocs. Mais tu commences à ramener les gens. Et c'est vrai qu'il faut discuter avec les constructeurs parce qu'ils sont liés entre eux. Donc ça veut dire que si un constructeur dit je m'installe, il va être un élément de négociation supplémentaire pour ramener un équipementier et vice versa. Alors je vous pose une question quand même. Je vous pose une question en attendant de mettre en place tout ça. Aujourd'hui, dans l'industrie automobile, quand un constructeur développe un produit, il le développe avec ses fournisseurs, ses équipementiers. Oui. Et ce sont eux qui vont participer à la conception et au coût de revient du véhicule. Exact. Alors, je pose quand même une question. Est-ce que je la pose à tout le monde, est-ce qu'en attendant de mettre en place ce dispositif attractif qui construit une filière d'automobile en Algérie avec cette capacité d'intégration, il y a, en termes d'investissement, aujourd'hui, il y a une pénurie du véhicule. Je parle de véhicule, je ne parle pas que de voitures de tourisme. Une grosse pénurie qui retarde la croissance, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se plaignent dans la distribution. Moi, j'ai discuté avec le patron de Lafarge Algérie qui nous a dit le fait qu'on puisse acheter de camions, on a réduit nos mouvements logistiques sur les ports de clinker. Donc, c'est les exports qui sont touchés. Et il y a plein de chefs d'entreprise qui diraient la même chose. Est-ce qu'on rétablit l'importation classique via les concessionnaires et est-ce que ça risque d'impacter beaucoup la balance des commerciales? Moi d'abord, je connais l'amour des Algériens pour les véhicules et les 2 dernières mesures vont dans le bon sens.
encore que les implications ne semblent pas avoir été bien saisies, ne serait-ce que l'impact sur le marché parallèle. Quand vous autorisez des véhicules d'occasion, il est clair que vous ramenez des véhicules déjà en circulation et qui vont poser des problèmes de maintenance. Et les banques, je ne pense pas qu'elles soient au jour d'aujourd'hui intéressées pour financer, vu les taux d'intérêt réels qui sont négatifs. Ça va faciliter. On parle du crédit à la consommation. Oui, le crédit à la consommation, ils sont tous négatifs, à l'exception du leasing. Vous allez voir l'instruction de la Banque centrale pour le deuxième semestre, c'est clair. Voilà. Donc, ça va certainement se financer sur fonds privés. Mais au-delà de cela, a-t-on réfléchi à une stratégie sectorielle du transport? Est-ce qu'il ne faut pas développer en même temps le transport de masse, les bus, les autobus, le métro? Et c'est dans ce cadre-là qu'il fallait replacer cette décision stratégique. Nous revenons également aux stratégies sectorielles. Est-ce que nous n'allons pas avoir plus de problèmes d'environnement, de trafic, etc. Mais là, on est en pénurie, là, quand même. Pour le minimum, on est en pénurie. Peu importe, tu es en pénurie. On ne parle même pas de transport des personnes, c'est le transport des marchandises. Oui, mais il y a un problème. Justement, parce que tu ne réfléchis pas sur le plan sectoriel et stratégique. Est-ce qu'on devrait mettre l'accent sur les véhicules de transport? Est-ce qu'on devrait mettre l'accent sur les véhicules industriels? Est-ce que pour éviter la demande en véhicules privés, on ne peut pas développer et mettre l'accent sur les transports en commun? C'est ça la réflexion stratégique sectorielle qui nous manque. Je rebondis sur le deuxième point. Le dinar, l'Algérie a accepté en septembre 1997 la convertibilité du dinar au titre du compte courant, c'est-à-dire, et elle avait accepté les bureaux de change, c'est-à-dire que tout Algérien qui a besoin de fonds pour aller en vacances, pour aller se soigner, pour voyager, avait le droit d'aller auprès d'une banque commerciale ou à la banque centrale et acheter des devises au taux du marché. Et le taux du marché devait être déterminé par les bureaux de change. À l'époque, l'Algérie avait dit, bon, nous n'avons pas assez de réserves, c'était en 1997. Il y avait 8 milliards de réserves, donc ils ont demandé des dérogations. Le fonds a dit, ok, banco. Mais nous avons eu 200 milliards de réserves et on a toujours maintenu ces restrictions. Et moi, je dis aujourd'hui, il n'y a aucune raison dans la planète pour ne pas ouvrir les bureaux de change, pour faciliter les transactions et avoir une direction sur la valeur réelle du dinar, et pour que les gens achètent. C'est ce qu'on appelle la régulation par les prix. Si tu vas acheter une voiture à 400 millions et tu as l'argent banco, c'est ça, tu laisses. Donc, la convertibilité du dinar sur le plan du compte courant, je ne parle pas du compte capital, elle peut se faire au jour d'aujourd'hui, y compris avec le niveau de réserve d'aujourd'hui qui est d'à peu près de 45 milliards. Donc voilà un peu les problèmes. Et il faut éviter d'aggraver le marché. Le marché parle qu'il y a déjà une décote de 50%. Oui, c'est pas tenable. On va finir l'émission, on a terminé. La voiture d'occasion, tout de suite ça s'enflamme. Bien sûr. On a eu cette expérience avec l'AIV. En 83, on avait dit, ne faites pas l'AIV. Ça va détruire le dinar. Et ils l'ont fait. Le dinar a été détruit. C'est l'accord. On a autorisation d'importation de véhicules. Une folie. Moi, à l'époque, je m'étais opposé. Une folie. Il n'y avait pas de voiture en 2003. Mais il fallait importer par rapport au marché normal et c'est tout. Mais n'ouvre pas quelque chose. Ne va pas dire à l'Algérien, va acheter au marché noir de la devise et va importer toi-même. Le coût d'importation individuellement est plus cher. La décote sur le dinar, elle nous coûte encore plus cher. Enfin, c'est de la folie. Mais on devrait laisser cette liberté pour ceux qui veulent. Mais il faut donner la liberté qui m'a d'acheter. Tu vas acheter tes devises et tu vas acheter. Dans un bureau de change normalement. Alors, on a terminé l'émission, on est très au-delà. Je te laisse la liberté. Est-ce que tu veux quand même évoquer les deux points qu'a évoqué Kerr très vite? Dans ce cas-là, tu dois faire la performance de le faire en 1 minute. Non, je vais résumer pour ne pas très court. Aujourd'hui, pour nos amis auditeurs, en fait, on est passé à un autre sujet. Le cercle d'action et de réflexion de l'entreprise a sorti une alerte sur le fait que la loi sur l'investissement comprenait 2 articles qui étaient restrictifs pour l'investissement, alors que la logique de cette loi est effectivement d'aider les investisseurs et de faciliter l'investissement. De quoi s'agit-il exactement, Ali? Je rappelle que du point de vue de Kerr, la loi sur l'investissement n'aurait pas dû s'orienter principalement sur cette notion d'avantages fiscaux
vu qu'il y a d'autres manières de soutenir et de soutenir l'investissement. Maintenant que c'est acté, c'est-à-dire il y a un système d'avantages fiscaux, le fait que l'administration ait la main sur la possibilité de retirer ces avantages parce que l'investisseur a dépassé un certain délai est une contradiction importante. Qui est prise en charge dans ce texte d'ailleurs. Et je reviens à un point important, parce que l'expérience, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que le retard, est-ce que vous pensez qu'un investisseur n'a pas envie de réaliser son investissement? Le retard, en général, c'est les autorisations d'exploitation, c'est les permis de construire, c'est les délais de réalisation, c'est le délai de mobilisation de crédit bancaire, c'est attendre 3-4 ans que Sonelgaz ramène un poste de transformation électrique. Quand M. Merad, le ministre de l'Intérieur actuel, était chargé par le président d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passait, il y a des usines qui attendaient depuis 4 ans, parce qu'il n'y a ni eau, ni électricité, ni gaz sur le site. Donc, et après, on vient, on dit, bon, si tu ne réalises pas, je t'enlève l'investissement, je t'enlève les avantages. Donc, je crois que il y a quelque chose qui cloche, qu'il faut absolument revoir là-dessus, et peut-être un texte correctif pour qu'on enlève cette Donne-moi une minute, s'il te plaît. Avec le crash qu'il y a, aujourd'hui, il faut que nos entrepreneurs, nos industriels aillent faire leurs courses. Il y a des usines qui se ferment aujourd'hui. Il faut délocaliser, nous avons... Et ni la loi des finances, ni la loi sur la monnaie de crédit ne permettent un entrepreneur d'aller acheter, d'aller faire ses courses dans la rapidité et dans la discrétion. Il faut qu'on prévoie ces textes dans la loi des finances. C'était pas la réponse à ma question, mais c'est pas grave. C'est un point important. Non, ma question c'est est-ce que l'administration qui retire les avantages fiscaux d'une loi d'investissement, est-ce que c'est une pression nécessaire sur l'investisseur ou est-ce qu'elle risque d'être contre-productive, comme le dit Caire? Alors moi je vais être direct. Aujourd'hui, dans le monde moderne, nous n'attirons pas les investisseurs par le biais des avantages. Ça, c'est une pratique des années 60. Au jour d'aujourd'hui, l'investisseur est attiré par un cadre juridique et par une visibilité économique. C'est-à-dire, il se dit, où est-ce qu'il va ce pays? Est-ce qu'il fait des réformes qui vont me donner une niche? Est-ce que j'ai des gens qui sont compétitifs? Est-ce que je peux transférer mes dividendes? Donc, il y a toute une infrastructure d'accompagnement et des politiques publiques d'accompagnement en plus du cadre juridique. Si on pense, en toute sincérité, attirer des investisseurs étrangers et même locaux, tout simplement parce qu'on pense qu'on a fait une belle loi, eh ben, nous continuerons à avoir des exportations d'hydrocarbures qui ne dépassera pas le 1 milliard. Voilà un peu, ça c'est mon expérience internationale. Les subventions fiscales, les avantages fiscaux, ce sont des pratiques des années 60. C'est bien noté, ça a été dit, voilà. Abdelhamid Bsaha, par nos amis experts déjà ici, bon. à chaque fois. Merci. Je le redis. Qui permet de ramener les investisseurs. Merci d'avoir suivi ce numéro un peu plus long que d'habitude du Café des experts économiques, mais il y avait de quoi. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes, maghrebemergent.net et radio-m.net. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Radio M. À très bientôt. Merci.